Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport ? Et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans la 130e émission de Et si on parlait de sport ? Ici, le sport ne se résume pas à un score, c'est une histoire d'énergie, de passion, d'émotions qui se partagent et se vivent pleinement. Chaque semaine, on vous embarque là où tout se joue, sur le terrain, dans les coulisses et au plus près de celles et ceux qui font battre le cœur du sport. Avec nous, ça vibre, ça s'anime, ça s'engage et surtout, ça donne envie de bouger. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Belle Ombra avec Bruno Hamet, des partenaires passionnés, fidèles, qui partagent notre conviction. Le sport, c'est avant tout une aventure collective. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs, consultants, consultantes, toujours prêts à faire vivre le sport autrement avec le cœur et le sourire. N'oubliez pas notre campagne, devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport. Cette aventure, c'est aussi la vôtre, alors on compte sur vous. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés notre présidente Claire Sévrac qui a un message à vous faire passer. Bonjour Claire. Bonjour Laurent, je vais vous parler du lancement de la campagne de dons Devenez supporter. Donc, comme vous le savez, un club n'avance pas sans ses supporters et notre émission non plus. En nos chroniques, nos interviews et reportages touchent aujourd'hui des milliers d'auditeurs chaque mois, mais pour continuer à exister et aller encore plus loin, nous avons besoin de vous, chers auditeurs. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton authentique, nos interviews humaines, nos sujets engagés. Vous croyez comme nous que le sport ne se résume pas uniquement à la performance et aux grands titres. Vous avez accès à un média indépendant et de proximité. Vous savez que sans financement, même la plus belle passion ne peut être pérenne et qu'avec votre soutien, on peut continuer à produire du contenu qui rassemble avec des épisodes chaque semaine, donner la parole aux acteurs de terrain partout en France, investir dans du matériel, se déplacer, couvrir les événements, lancer de nouveaux formats pour encore mieux raconter le sport. Alors si vous souhaitez que l'aventure continue et monte en qualité, rejoignez notre club des supporters et soutenez l'émission à hauteur de vos moyens parce qu'ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Alors rendez-vous sur Hello Asso ou notre site internet, cliquez sur Devenez supporter et faites un don. Chaque euro nous rapproche de notre mission. Merci. Merci Claire et merci à toutes celles et ceux qui font partie de l'équipe, des auditeurs aux chroniqueurs. Vous êtes la grande famille de Et si on parlait de sport. Allez, installez-vous, mettez le son à fond. Le coup d'envoi est donné ensemble. Et si on parlait de sport ? Au sommaire de cette nouvelle émission, en première mi-temps, on plonge au cœur du handball haut-garonnais avec un tour d'horizon complet de ses acteurs majeurs. On débutera avec le comité départemental de handball de la Haute-Garonne, ses temps forts de la saison 2025, ses ambitions 2026. Nous irons ensuite du côté du Phoenix Toulouse Handball pour faire le point sur la saison des Toulousains et leurs objectifs au sommet de l'élite. Avant de mettre un coup de projecteur sur le Toulouse Féminin Handball, les Félines, un club en pleine transformation, porteur d'un projet structurant pour tout le handball féminin haut-garonnais. Et puis, impossible de ne pas parler aussi du grand rendez-vous international du moment, le championnat du monde féminin 2025, avec nos Bleus qui défendent leur titre et visent une nouvelle étoile. Dans cette deuxième mi-temps, on vous parle d'un projet qui pourrait bien révolutionner la façon dont on vit le sport, la solidarité, la vie du quartier. Un projet pensé comme une accélération, un réacteur social, un véritable tiers-lieu XXL où l'on bouge, où on apprend, on se rend compte, on crée. Bref, un lieu qui rassemble tout ce que le sport peut apporter de meilleur, son nom compact. Imaginez un espace vivant du matin au soir où se croisent sportifs, familles, associations, clubs, entreprises, écoles. Un endroit où l'on pratique jusqu'à 25 sports, où l'on se forme, où l'on se soigne, où l'on travaille, où l'on se retrouve. Un lieu qui mélange sport, inclusion, santé, économie locale, avec la même ambition, servir tout un territoire. Compact, ce n'est pas seulement un complexe sportif multisport, c'est un projet de société, une vision neuve, ambitieuse, durable, faire du sport un moteur de cohésion, d'opportunité, d'espoir et d'énergie collective. Alors accrochez-vous, on plonge dans un concept innovant, solidaire et franchement inspirant, celui de Philippe Bru et son projet Compact. Et tout de suite, place maintenant à la première mi-temps de cette émission, Et si on parlait de sport, avec nos invités Bertie Roy, Franck Cortial, Salim Safati. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps.
Retour sur le plateau et si on parlait de sport avec une émission exceptionnelle consacrée au handball haut-garonnais, formation élite masculine, développement du féminin et bien sûr un point sur le mondial féminin 2025 qui a démarré il y a quelques jours. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir autour de moi de ce micro 3 invités. Bertie Roy, qui est le président du comité de handball de Haute-Garonne qui nous accueille dans ses locaux, l'instance qui chapeaute le développement du hand sur notre territoire. Bonjour Bertie. Mais salut Laurent, bon, j'espère que tu vas bien. Merci de nous accueillir. Alors après, nous avons 2 autres personnes qui nous accompagnent. Salim Zafati, qui est président, alors il va nous dire ça tout à l'heure parce qu'il a tellement de titres qu'on ne sait plus, il est entraîneur, en tout cas il va vous raconter ça. Et avec lui, Franck Cortial, qui lui aussi partage un projet que nous allons vous parler, qui est ce projet des félines. Je vous en dis pas plus, ils vont nous raconter ça dans quelques instants. Voilà, donc merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter rapidement votre rôle et ce que vous faites dans le handball en Haute-Garonne, et on va commencer par le président. Et voilà, donc le président, il préside, comme tu le dis. Voilà, donc moi, ça fait un petit moment que je suis au comité. J'ai pris la direction donc, du comité il y a 2 ans. Voilà, pour l'Olympiade qui va nous mener jusqu'en 2028. Donc voilà, on poursuit ce qui a été déjà fait. On essaie d'animer un petit peu tout ce qui est développement du handball. Et ça fait pas longtemps que tu es dans le handball, toi ? Non, je suis pas né avec, mais pas loin. Quoi. Donc il n'y a pas longtemps, alors c'est bien ce que je pensais. Ouais, non, on fait partie des vieux de la vieille, comme on dit. On est content de t'accueillir en tout cas dans l'émission. On va justement demander à Salim Zafati qui se présente. Alors Salim, qui est-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son parcours ? Voilà, en quelques mots pour nos auditeurs. Salut, moi c'est Salim, donc je suis coprésident du club de handball de Kent-Foncegrive, le HBCQF, depuis maintenant presque 2 ans. Je suis coach dans ce même club sur la filière féminine depuis à peu près 5 ans. Je coach les jeunes équipes et je suis avec d'autres présidents à l'initiative de ce projet dont on va parler, Entente Féline 31. Alors ça c'est pour Salim, et on a à côté ton compère, on va dire, Franck Cortial, qui lui est coprésident de l'association des partenaires des félines. Bonjour Franck. Oui, bonsoir. Effectivement, j'ai plusieurs rôles au sein du handball. Tout d'abord, je suis président du Pêche-Bougnou Coteau Handball, qui est un club 100% féminin aujourd'hui. Je suis coprésident de la commission de développement au sein du comité handball 31, donc je suis aussi un compère de Bertie. Et enfin, je suis coprésident de l'association Les Partenaires des Félines, qui rejoint le projet que Salim a évoqué. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc une association qui a pour vocation de justement travailler sur les partenaires pour développer ce projet des Félines 31. On va en parler justement, c'est intéressant d'avoir. Donc je suis très impressionné, je n'ai que des présidents autour de la table, donc on va essayer de s'accrocher. Franck, on va démarrer par toi parce que tu viens d'évoquer un sujet qui nous est cher. On a entendu parler de ce projet avec du Toulouse Féminin Handball, tout ça regroupé dans une idée de faire en sorte que les féminines aient on va dire une équipe professionnelle. Allons jusqu'au bout de l'idée. Est-ce que on passe en mode féline ? Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet, cette idée ? Et on passera la parole bien sûr à toi tout à l'heure, Salim. Tout d'abord, la genèse du projet. Je parle sous contrôle de Salim. Ça a commencé effectivement par une discussion entre Kent-Foncegrive et le TFH. Puis ensuite, la discussion s'est élargie avec d'autres clubs. Et nous sommes partis d'un constat commun et partagé qui est que sur le territoire toulousain en particulier, il n'y avait pas d'équipe de très haut niveau féminine. Et donc, une fois ce constat fait, et une fois les raisons de ce constat analysées et posées sur la table, donc, nous nous sommes lancés dans l'aventure de créer cette infrastructure pour offrir aux filles le plus haut niveau sur la région toulousaine. Alors j'avais noté, moi, les Félines Entente Toulouse 31, c'est ça l'enveloppe ou c'est le nom précis ? Le nom précis, c'est les Félines. L'appellation du championnat, c'est les Félines Entente Toulouse 31. Ouais. En collaboration avec d'autres clubs, c'est lesquels ? Vous pouvez citer les clubs avec qui vous travaillez ? Alors les 3 clubs aujourd'hui signataires de la convention des partenaires, les Félines, sont CRAB, donc le club de Castanet-Ramon-Villosville, Quinte, et le Toulouse Féminin Handball. Tous les 3 se sont regroupés. Alors, comment concrètement ça va se passer ? Je passe la parole à Salim. Explique-nous un peu comment vous allez orchestrer tout ça. À l'heure actuelle, c'est déjà orchestré. Comment ça se passe ? Ça a commencé par des réunions, des groupes de travail autour des sportifs, des professionnels, des salariés des clubs qui ont la connaissance handball et avec la volonté de répondre à la vision des présidents. La vision des présidents, c'est quoi ? C'est former une académie Les Félines, une entente 100% féminine, 100% performance, 100% bassin toulousain,
Et comment ça se passe au quotidien ? Ce sont donc 3 collectifs pour l'heure qui sont les U17 France, la Nationale 3 et la Nationale 1, qui évoluent toutes les 3 sous les couleurs des Félines. Et donc, nous mettons en commun nos moyens, c'est-à-dire aussi bien les infrastructures que les salariés spécialistes de chaque club et nos joueuses, donc, bien évidemment, pour évoluer chacun dans ces championnats qui sont les championnats, je parle pour la N1 et la 17 France, les meilleurs niveaux de pratique sur le territoire. Et l'objectif étant à terme de remonter au plus haut niveau français, donc la D2 d'abord, puis la D1 à terme. Voilà. On a un entraîneur, comment c'est configuré d'un point de vue sportif ? Alors sur la Nationale 1, l'entraîneur c'est Stéphane Pelan, qui entraîne cet effectif-là depuis 3 ans, je dirais, 3-4 ans au TFH, et puis qui a pris donc l'entente des Félines. Sur la Nationale 3, c'est Benoît Aucoin, qui est aussi donc salarié du club de Kent-Fonsegrive. Et sur les 17 France, c'est Julie Legatangi, avec Valentin, donc, qui s'occupe de cet effectif-là. Concernant le club de Castanet, nous profitons aussi des connaissances de leurs salariés. Donc il y a Simon et Vincent qui interviennent de temps en temps sur les effectifs jeunes. Voilà comment ça se passe pour les entraîneurs. Est-ce qu'on peut dresser déjà un premier bilan de cette entente ? Comment ça s'est passé d'un point de vue résultat, même d'un point de vue des filles en elles-mêmes, comment elles ont réagi ? Eh bien, le projet, il n'est pas vieux. Il date de mars dernier. La première discussion, c'était à ce moment-là. Ensuite, tout est allé très vite pour qu'administrativement, on puisse attaquer l'année sous le nom Les Félines cette saison. Comment ça a été pris, comment ça a été perçu ? Il a fallu beaucoup expliquer, surtout pour les jeunes filles qui étaient dans chaque club, les raisons de pourquoi nous sommes allés sur cette entente-là. Est-ce que j'aurai ma place l'année prochaine ? Mais comment ça va se passer les entraînements ? Des choses très... Beaucoup de pédagogie, j'imagine. Oui, il en faut, et avec les joueuses et avec les parents des joueuses, parce qu'on a aussi de jeunes joueuses. Toutes ces questions sont naturelles, mais les premières questions étaient autour de comment on va s'organiser, et ensuite, pourquoi vous faites ça ? Et donc, rapidement, nous, les réponses, on les avait, et donc ça a été rapidement compris par tout le monde. Et on a été suivi très rapidement sur l'initiative. Franck, j'imagine que monter un projet comme ça, justement, ça demande un certain nombre de moyens. Donc je me retourne vers toi, président des partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites et un appel un petit peu à j'imagine qu'il y a toujours besoin d'un petit coup de main. On a effectivement toujours besoin d'un petit coup de main, en particulier d'un petit coup de main financier, parce que tout ça nécessite quelques moyens, effectivement. Donc l'association Les Partenaires des Félines vient de voir le jour très récemment pour accompagner ce projet justement et pour mettre tous les techniciens, tous les acteurs du terrain dans les meilleures conditions pour pouvoir concrétiser ce projet et se donner l'objectif d'arriver en D1 à terme le plus rapidement possible, bien évidemment. Les Partenaires des Félines, ça va être aller chercher des partenaires non seulement financiers mais pas seulement, parce que le projet des Félines, c'est pas que la performance, il y a d'autres piliers derrière ce projet et entre autres l'accompagnement des jeunes joueuses tout au long de leur parcours, non seulement de handballeuses mais aussi de jeunes filles puis de jeunes femmes. Quels sont vos objectifs pour 2026 ? Pour 2026, consolider notre organisation, consolider aussi notre réseau de partenaires, aussi bien en termes d'infrastructure, trouver un gymnase, c'est vraiment l'urgence du moment. Trouver un gymnase pour pouvoir être représenté et avoir l'antre des Félines, ce qui nous semble très important. Actuellement, vous jouez à quel endroit ? Comment ça se passe ? Et actuellement, on se partage un peu entre le gymnase donc, des Argoulets, du club du TFH, le complexe Pierre-Isard à Kent-Fonsegrive, et quelques apparitions aussi à Castanet à venir. Voilà, on se répartit sur les 3 gymnases pour l'heure. Donc on ne peut que vous souhaiter un grand club toulousain pour les femmes. Exactement. Voilà, c'est la grande ambition 2026-2027. On va vous souhaiter que ça fonctionne. Monsieur le Président, un petit mot quand même. Voir arriver un club comme ça pour un président, c'est sympa. Alors ce qui est intéressant, après c'était une idée parce qu'on avait déjà depuis très longtemps, mais qu'on se croisait à chaque fois, ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien. Et en fin de compte, ça restait au niveau du rêve. Ce qui est très bien, c'est qu'ils finalement ils se sont pris tous par la main. Ils ont mis le plan à exécution. Alors la nouveauté, et je pense que c'est l'avenir du sport de haut niveau demain, parce qu'on parle de finances, c'est effectivement la mutualisation des ressources. On ne pourra pas avoir demain un panel suffisamment étoffé, suffisamment d'entraîneurs pour pouvoir répondre à tous les besoins. Donc c'est effectivement une entité toulousaine qui s'appelle les Félines, qui a été créée, qui demain pourra peut-être avoir d'autres clubs aussi qui vont la rejoindre,
parce qu'on est vraiment là sur de la performance. C'est ça qui est nouveau et intéressant. Et par contre, il y a toujours les clubs. C'est-à-dire que le TFH a des clubs en nom propre, le CRAB a des clubs en nom propre, des équipes en nom propre, pardon. Donc il n'y a pas de perte là-dessus. Ça a été accepté d'un point de vue administratif, d'un point de vue de tout ce qui est fédération et tout ça, le principe de regrouper des clubs comme ça dans une seule entité, c'est ce qui se fait de plus en plus sur le territoire. Enfin, on n'a pas inventé le processus. Voilà, par contre, ça devient une nécessité, parce qu'effectivement, quand on voit les problèmes de déplacement, le coût du déplacement il est devenu exorbitant, quoi. Quand on voit maintenant 1 euro de gasoil, c'est 1 euro de péage. Donc il faut s'imaginer, quand on se déplace à 500 bandes, ce que ça coûte, quoi. On va passer justement sur le comité. On reviendra à la fin avec toi sur le championnat du monde des femmes, justement. Ton regard nous intéresse. J'aimerais avoir un petit tour, depuis qu'on s'est vu, un petit bilan du comité. Où est-ce qu'on en est? Comment ça s'est passé cette saison? Ça fait 2 ans, mais je pense que tu as mis en place des projets. Donc, quelques mots sur le comité. Puisqu'on parlait des filles, si tu veux, là, on a eu l'an dernier pas une grande surprise, parce qu'on travaille depuis 2 ans dessus avec les sélections. On est quand même vice-championne de France, voilà, sur des gamines qui sont en moins de 15. On perd la finale d'1 but dans le Money Time, dans les 10 derrière. Ça me rappelle un autre match, mais bon, c'est une autre histoire. Oui. Non, après, c'est une belle aventure. Après, qu'est-ce qu'on retient là-dedans? C'est que toi, Eric Barada, que tu connais de nom, là, qui s'occupe des sélections nationales, il a retenu 4 gamines sur ce tournoi. Il y en a 2 que je salue, Lila et Romane, voilà, qui fait partie d'ailleurs du club de Franck, voilà, qui sont retenus pour les sélections nationales. Donc ça veut dire que quelque part, le féminin, sur le plan quantitatif, pour l'instant, on n'est pas très bien fourni. Par contre, sur le plan qualitatif, on a vraiment des filles de qualité. L'idée de créer une structure comme ça aussi peut attirer, je pense, un certain nombre de jeunes filles dans une structure comme ça, en disant il y a finalement un débouché quelque part. Complètement, ça crée une dynamique qui est plutôt positive, et en tout cas, ça met en lumière cette volonté de performance qui n'est pas toujours avouée dans tous les clubs, et là, ça donne un support en fait sur lequel poser son regard. Si on veut aller vers de la performance, on sait qu'il y a une structure qui existe pour ça, et c'est important de le communiquer et que ça se sache, quoi. Donc auquel les partenaires justement devraient pouvoir adhérer, on espère. Voilà, oui. Se dire un projet féminin comme ça à Toulouse. Le hand, ça marche bien. On rappelle qu'en ce moment on est au championnat du monde, ça se déroule et nos filles sont sur place. Voilà, c'est aussi une manière d'attirer les jeunes filles. Le hand étant quand même un sport national quelque part. Mais avant de les attirer, Laurent, c'est surtout de les garder, parce que là on a là des générations qui sont dorées. Au niveau interligue, on est champion de France. Au niveau intercomité, on perd que d'un point. Donc on a vraiment du potentiel. Donc effectivement, si le projet FEI n'existe pas et que demain on ne monte pas sur de la D2 voire de la D1, c'est des filles qui vont partir ailleurs, ce qui sera un peu dommage. Parce que quand une génération passe, pour la recréer, il faut être patient, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi. Alors je vais te faire changer de casquette. On va un petit peu parler quand même des garçons, parce qu'il ne faut pas les oublier malgré tout. On a un club aussi, le Phoenix. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors ça, c'est le club leader, on va dire. Et puis sur l'ensemble de ton territoire, nous parler un peu de comment ça se passe. C'est pareil au niveau du Phoenix, dont vous avez tous suivi là, au niveau du championnat d'Europe. Voilà, effectivement, ça a été compliqué, donc ils attendent de gagner le premier match. Poursuite du championnat d'Europe maintenant est compromise. Et par contre, ce qui est intéressant là, c'est au niveau du championnat où de nouveau ils retrouvent la victoire, quoi. Donc pour le Phoenix, c'est une chose. Maintenant, il n'y a pas que le Phoenix au niveau du comité. Est-ce que tu peux nous dresser un peu un bilan de ce qui se passe dans... Mais l'an dernier, donc on a eu deux clubs qui sont montés en N2, qui sont au milieu de tableau, donc ceux qui se maintiennent. Les clubs de N3, c'est la même chose. Donc globalement, il y a quelques années, on montait, on redescendait. Donc là, on arrive à stabiliser. En plus, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les feuilles de match, c'est des gamins, justement, on parlait des sélections, qui sont passés par les sélections. Donc il n'y a pas de hasard quelque part. Donc tout ça, c'est le travail des clubs. Les sélections, nous, on fait que récupérer ce qui se fait dans les clubs. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail de fond dans les clubs. On insiste beaucoup sur la formation, parce que c'est primordial. Alors après, c'est compliqué, parce qu'avoir du bénévole disponible, là aussi, ça va disparaître, parce que les entraîneurs maintenant bénévoles, il y a un peu incompatibilité, quoi. Les entraîneurs, c'est déjà des gens qui sont là 3 fois par semaine, donc on est presque au-delà du bénévole. On ne vient pas une fois de temps en temps pour faire quelque chose. On appelle toujours ça des bénévoles. Mais c'est vrai que le modèle, il commence un petit peu à se modifier sur ce plan-là, quoi. Au-delà de ça, quels sont les projets que le comité a mis en place? Là, on vient de parler un peu de la performance, tu disais, mais au niveau du comité, quels sont les projets? Tu parles de formation. Est-ce qu'il y a des gros événements qui vont venir? Est-ce qu'il y a d'autres sujets? On parlait, il n'y a pas si longtemps ça, des problèmes de violence aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu un peu pour la saison à venir? Les incivilités, là, c'est le gros challenge. Pas seulement du handball. C'est-à-dire qu'on arrive là dans des périodes là, avec des comportements qui deviennent de plus en plus inexplicables et inexpliqués.
et qui n'était pas forcément prévu parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de débordement. Et tous les sports, tu le sais, sont attaqués par des incivilités. Je ne sais même pas si on peut appeler ça encore des incivilités. Tellement à un moment donné, on se demande où est-ce qu'on est, quoi. Donc tout ce qui est gymnase, stade, etc., ça devient un défouloir, quoi. Enfin, on est en train de réfléchir en permanence à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour effectivement endiguer et anticiper. Voilà, après, il y a un décalage, puisque les pouvoirs publics, ou soit nous, on n'avait pas prévu ce genre de débordement, quoi. Alors, on n'est pas encore sur de la violence encore, mais ça peut arriver. Mais voilà, c'est vraiment la priorité absolue actuellement, quoi. On est en train de tous réfléchir, là, tous les sports confondus, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Il n'y en a pas un qui est épargné, qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bon élève. Voilà, après, nous, l'avantage encore des sports de salle, c'est que la moindre petit bruit, on l'entend, puisqu'on est relativement confiné. Mais bon, on voit des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Au niveau des événements éventuels sur le département, il y a des choses de prévues en 2026, des choses qui sont à noter, qu'on peut... Oui, là, déjà, on fait une opération Baby Hand, là, qui est toujours avec une thématique, où ils avaient fait Le Petit Prince. Voilà, l'année d'avant, c'était le Canal du Midi avec notre ami Riquet. Donc il y a toujours des thématiques. Après, on fait des regroupements pour ce qui est du handball à 4, pour aller travailler un petit peu avec le scolaire. Parce que là aussi, suite normalement au JO, on devait avoir plein de moyens, plein de choses pour aller travailler avec les écoles. On a vu la ligne, on a obéi. Maintenant, on fait avec les moyens qu'on a, parce qu'on les attend toujours. C'est toujours difficile maintenant de parler de sport sans parler politique. Et ça, c'est ça qui est un peu pénible, parce que c'est pas notre... On va parler de politique sportive. Oui, voilà, politique sportive. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a encore ce ressort-là où on est des passionnés, là, comme Salim. On n'attend pas et on va au-devant de ce qu'on pourrait attendre. Je pense que l'énergie est quand même là et le projet que vous avez est important. Je crois que c'est le message qu'on peut faire passer. On va changer de sujet, mais qui est quand même important parce qu'on est cocorico, on aime bien quand même nos équipes et le handball a deux belles équipes de hand. On a nos championnes du monde. Alors avant de conclure, un petit point quand même. J'imagine que vous avez regardé ce qui s'est passé déjà avec deux beaux résultats. Salim, un petit mot, commentaire journalistique de ce que tu as vécu. Avec l'expérience que j'ai. Voilà. Mais non, pour avoir vu la rencontre d'hier soir, c'est prometteur. La balade des gens heureux. Ouais, c'est le handball qu'on aime voir, du jeu rapide, ça marque beaucoup de buts. Bon, après, voilà, il faut mettre ça en face de l'opposition qu'on avait. Dans le projet qu'on a, ça fait rêver les gamines. Ça met des étoiles dans les yeux. Et puis le fait aussi qu'une des joueuses de l'équipe de France, Estelle Zemiko, était formée ici, dans un des clubs. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Il y a quand même une âme toulousaine dans l'équipe. Ouais, ça permet aux jeunes filles aussi de se dire que c'est possible sur le territoire, un jour de porter cette tunique bleue qui fait rêver tout le monde. Ça a un impact pour vous dans les clubs, quand même, ce championnat chez les filles, mais de voir que l'équipe de France est là. Est-ce qu'elles regardent, est-ce qu'elles sont prises par ce qui se passe? Oui, elles regardent parce qu'effectivement, elles s'identifient à ces jeunes filles là de l'équipe de France, surtout comme Enzimiko, quand c'est passé par Toulouse, quoi. Si on n'a pas les modèles, c'est compliqué de se projeter. Les sportifs, ils vont parler toujours de quelqu'un, on va parler de Karabatic par exemple, qui a été l'identifiant pour longtemps pour des gamins. Bon, maintenant il prend sa retraite, je pense qu'ici ça sera, on en parlera tout à l'heure, ça sera Émeric Mine, quoi, parce qu'effectivement on peut le croiser encore quand il vient de temps en temps voir sa famille à Tournefeuille. La semaine dernière, on a eu Cléopâtre Darleux qui est venue faire une intervention et qui a gentiment échangé avec nos félines, et c'était top, quoi. C'était top pour des filles qui ont joué en D2, chez nous, des filles qui évoluent en N1. C'est génial d'avoir ces échanges-là qui sont simples, parce que les handballeuses, quand même, comme ça reste quand même un sport mineur, hein, les échanges sont faciles, elles sont accessibles, hein, c'est vraiment top. Allez, un pronostic chacun pour notre équipe de France. On est au minimum dans le carré final, comme d'hab, je pense. Allez, mouillez-vous un peu. Qu'est-ce qu'il dit Salim? Moi, je suis à fond derrière elle, donc pour moi, c'est la finale. Et une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Ça se gagne, on est d'accord. Ouais. Donc le prochain match, on verra quand il joue contre la Pologne. Après, Laurent, ce qui est intéressant, moi j'invite surtout les gamins à regarder en plus le jeu qui est proposé, même s'il y a beaucoup d'écart de niveau pour l'instant. On est sur des fondamentaux, sur des choses hyper simples. Sur des passés bas, c'est la base du handball par exemple. Donc regardez, quoi, le handball féminin, un peu cet avantage par rapport au handball masculin, c'est que sur le plan technique, il faut regarder, quoi. Il y a tous les fondamentaux, parce que effectivement il y a un peu moins d'impact, même si elles se donnent des bons coups quand même, il ne faut pas rêver. Mais voilà, c'est hyper intéressant, quoi. Il faut regarder. C'est propre. Ce qu'elles ont montré, c'est propre. Contre la Tunisie par exemple, c'est propre. On voit des choses très simples avec des relations simples. Et regardez, quoi, ça vaut tous les discours des entraîneurs.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir partagé ce panorama très complet du hand en Haute-Garonne. Avant de conclure, un dernier mot pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme petit message ? Alors je sais déjà que toi, on va parler de la sécurité, de tout ça, mais Salim. Moi, je vais rester très féline. Hein. On fait la soirée de lancement ce jeudi, donc pour ceux qui écouteront le podcast avant jeudi, vous êtes les bienvenus. Ça se passe où alors ? Ça se passe aux 3 Brasseurs à la Beige, à partir de 19h. Et c'est ouvert à tout le monde, avec participation financière évidemment pour soutenir le projet. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais avoir un message, soutenez vos enfants qui font du sport, soutenez les gens qui font du sport, soutenez aussi les personnes qui s'occupent de vos enfants dans les gymnases ou au bord des terrains, parce que c'est l'école de la vie, le sport, et qu'on a besoin de ces personnes-là. On parlait d'incivilité, et je pense que plus on sera à soutenir les encadrants et les initiatives, que ce soit masculin ou féminin, parce qu'à un moment il faut aussi regrouper tout ce beau monde et pas juste penser qu'à soi, je pense que on ira vers des choses bien meilleures. Donc voilà, si je peux passer un message, c'est celui-ci. C'est passé, merci beaucoup Salim. Président, dernier mot avant de conclure. J'ai soyez supporters et pas insupportables, quoi. Je crois que à un moment donné, c'est ce qu'on attend, quoi. Voilà, venez encourager vos gamins, quoi. Ils deviendront ce qu'ils deviendront. Quand on connaît un peu le haut niveau, il faut beaucoup de qualité, mais il faut aussi beaucoup d'aléatoires et beaucoup de chance à certains moments. C'est des rencontres qui fait qu'à un moment donné, on va passer un gap. Le Mozart du handball n'existe pas, et donc c'est pas la peine de croire que le gamin de 5 ans, il va devenir... faut être patient. Par contre, il faut garder le plaisir, toujours avoir envie, avoir la banane. Il faut que ça soit super sympa pour tous, quoi. Le message est passé, Bertie. Alors, un grand merci bien sûr à toi, Bertie, et à vous trois d'avoir partagé votre passion, vos projets, l'énergie qui fait vibrer le hand en Haute-Garonne. Entre le travail du comité, les ambitions du Phénix, la montée en puissance des félines et l'effervescence du mondial féminin, on voit bien que le hand toulousain avance fort et n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, merci à tous les trois. Je vous dis à très bientôt. Merci. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire passer des messages. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de l'émission avec Philippe Bru. Ne bougez pas, c'est la mi-temps. Retour rapide au vestiaire, on reprend notre souffle. À tout de suite dans Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport ? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport ? Deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de cette deuxième mi-temps. Aujourd'hui, on plonge dans un projet XXL, futuriste, social, durable. Un projet qui pourrait littéralement réinventer la manière dont un territoire vit le sport, la santé, la culture et le lien social. Son nom, Compact. Imaginez un espace vivant du matin au soir où se croisent sportifs, familles, associations, clubs, entreprises, écoles. Un endroit où l'on pratique jusqu'à 25 sports, où l'on se forme, où l'on se soigne, où l'on travaille, où l'on se retrouve. Un lieu qui mélange sport, inclusion, santé, culture, économie locale,
avec la même ambition, servir tout un territoire. Compact, ce n'est pas seulement un complexe multisport, c'est un projet de société, une vision neuve, ambitieuse, durable, faire du sport un moteur de cohésion, d'opportunité, d'espoir et d'énergie collective. Alors accrochez-vous, on plonge dans un concept innovant, solidaire, franchement inspirant, celui de Philippe Bru et de son projet Compact. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent et merci de m'avoir invité. En tout cas, merci d'être avec nous. On est très heureux de te recevoir dans cette émission. Et si on parlait de sport, donc Philippe, avant de parler de Compact et de tout ça, nous on aimerait bien savoir qui est Philippe Bru, quel est son parcours. Il est riche, international, surprenant. Comment arrive-t-on à un projet comme celui-ci ? Déjà, c'est vrai que mon parcours peut paraître atypique. J'ai vécu à Toulouse 16 ans. J'ai d'ailleurs été formé à l'UST, ça s'appelait l'UST à l'époque et c'est devenu le TFC. Ça s'entend avec l'accent. Avec l'accent un petit peu. Ensuite, le destin a fait que j'ai passé 32 ans à l'étranger, dans des univers très variés. D'abord dans l'hôtellerie de luxe, où j'ai pu travailler dans 6 pays sur 12 ans. Ensuite, à Hong Kong, j'ai créé ma première société de négoce en vin. Et puis après, encore une fois, le destin a fait que j'ai créé 2 associations caritatives. Et surtout, j'ai eu l'opportunité, grâce à ces 2 associations, d'ouvrir pour le Milan AC leur première académie de formation en Asie, à Hong Kong, que j'ai gérée pendant 5 ans. Ce projet m'a beaucoup marqué, car nous avions des enfants privilégiés et défavorisés qui s'entraînaient ensemble sous le même maillot. Cette expérience m'a profondément transformé. Elle m'a fait comprendre que le sport peut être un formidable vecteur de cohésion, d'insertion et même de transformation sociale. Et puis quand je suis revenu en France en 2017, je me suis demandé comment rendre à mon pays ce qu'il m'a offert dans mon enfance, avec de la formation, des sports, de l'éducation. En fait, comment mettre toute cette expérience au service d'un projet utile. Et c'est là qu'est né Compact. Qu'est-ce qui t'a décidé à lancer un projet aussi ambitieux et surtout multidimensionnel ? Déjà à mon retour, j'ai consulté énormément d'élus, que ce soit sur les Alpes-Maritimes, mais aussi en France, un peu partout en France. J'ai eu l'occasion de rencontrer des directeurs d'urbanisme, des responsables sportifs, des présidents d'associations dans des quartiers défavorisés, des CCAS, etc., etc. Partout, j'ai entendu la même chose, qu'il y avait des manques d'infrastructures modernes, des manques de subventions, des manques de bénévoles, des manques de lieux qui rassemblent. Tous m'ont dit qu'on avait des stades, des gymnases, des salles spécialisées, mais rien qui crée un véritable lieu de vie où se croisent le sport, la santé, l'inclusion, la culture, la formation et l'économie locale. Alors en effet, suite à toutes ces réunions, j'ai imaginé un espace modulaire, écologique, social, capable de s'adapter aux besoins d'un territoire. Un projet qui incarne les priorités actuelles, la lutte contre l'obésité, la sédentarité, la mixité sociale, l'accessibilité universelle, la transition écologique, la création d'emplois et bien sûr une équité territoriale. Mais tu t'es pas arrêté là parce que tu as aussi expertisé ton projet quand même, tu as été plus loin. Oui, alors un des experts, quand je suis arrivé à Toulouse en 2022, j'ai contacté le sociologue M. Philippe Terral, qui a confirmé dans son analyse que Compact correspond pleinement aux tendances actuelles des politiques publiques sportives, notamment parce qu'il est modulaire, pluridisciplinaire et vecteur de bien commun. Voilà, là tu nous as mis l'eau à la bouche un petit peu. Est-ce qu'on peut rentrer dans le sujet ? Et en fait, Compact, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, Compact, c'est un complexe multisport nouvelle génération. C'est installé et construit sur environ 9 hectares, mais c'est surtout un tiers-lieu sportif et social, pensé comme un poumon pour un territoire. Concrètement, Compact, c'est aussi plus ou moins 25 sports. La plupart seront liés à travers des accords avec des clubs professionnels, des ambassadeurs. 25 sports qui seront bien sûr indoor comme outdoor, comme on dit. Il y aura aussi de l'e-sport. En français, on va dire intérieur ou extérieur. Voilà, pour nos auditeurs qui comprennent bien tous. L'e-sport, bien sûr, sera à l'intérieur de Compact. Il y aura un hôtel de 120 chambres, 3 restaurants et bien sûr une grande esplanade multifonction pour des événements comme des concerts, des salons. Compact, c'est aussi une accessibilité universelle pour tous les publics. Il y aura des bureaux, des espaces culturels, des commerces sportifs, potentiellement un cinéma et un bowling sont aussi une possibilité. Compact sera ouvert 7 sur 7, on va dire de 6h du matin à 23h. L'objectif est d'avoir plus ou moins 10 000 adhérents et un lieu de vie actif toute l'année. Mais surtout un lieu modulable.
Chaque compact sera construit sur mesure en fonction des besoins locaux, du foncier, des équipements déjà existants, des priorités sociales du territoire. Cette modularité est un point fort souligné par l'avis sociologique. Elle évite l'erreur classique des équipements trop spécialisés, trop coûteux et sous-utilisés. Et moi j'ai une question. Dans vos documents, dans vos vidéos qui sont parues sur Internet, vous incitez beaucoup sur l'inclusion. Expliquez-nous pourquoi. Ça, c'est l'aspect, effectivement, la dimension sociale. Compact est pensé comme un outil anti-inégalité. Il va accueillir les publics en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes en situation de précarité, les associations, les écoles, les quartiers prioritaires et bien sûr des jeunes en recherche d'insertion. Je pense que Compact doit lutter contre les inégalités sociales, de classe, de genre, de territoire et de santé. Et cela se traduit concrètement par une maison sport et santé, un dispositif complet, prévention, activité physique adaptée, lutte contre la sédentarité, accompagnement santé, programme personnalisé pour des maladies chroniques. Il faudra des médecins, des kinés, des gens comme ça pour accompagner ce projet-là. Tout à fait, un engagement fort envers les publics modestes. Il y aura un restaurant d'insertion sociale et environnementale. Compact sera aussi lié à une ferme biologique en circuit court. Il y aura des espaces de culture, d'expression, de l'art. Un soutien aux artistes locaux et aux initiatives citoyennes. C'est très ambitieux. Et dans ta démonstration, tu parles d'un engagement environnemental poussé. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? La dimension environnementale dans Compact, elle est primordiale. Compact, c'est aussi un projet de transition écologique. Il y aura des bâtiments autonomes en énergie, des panneaux solaires et végétalisés, récupération d'énergie, des sols décarbonés, la revalorisation du matériel sportif, des éco-gestes intégrés au fonctionnement, mobilité douce sur site. Le but est de créer un lieu durable qui respecte l'environnement tout en sensibilisant les usagers. L'avis donc du sociologue que tu as vu, donc Philippe Terral, propose que Compact devienne, pourquoi pas, un laboratoire d'innovation. Qu'est-ce que tu en penses ? Monsieur Philippe Terral a raison, c'est exactement ça. Je pense que, ainsi que Philippe Terral, doit être un laboratoire d'intersectionnalité, un lieu où se rencontrent le sport, la santé, l'éducation, la culture, la transition écologique, l'économie locale, un espace où professionnels, chercheurs, associations et collectivités travaillent ensemble. L'avis insiste d'ailleurs sur un point crucial, la pluralité des compétences et la gouvernance participative. Il faudra intégrer des experts, scientifiques, éducateurs sportifs, sociologues, responsables publics, associations locales et bien sûr les usagers eux-mêmes. C'est un projet collectif, un projet de territoire. Parlez-nous de vos quelques chiffres et l'ampleur de ce projet. Alors ce projet, en 2025, donc le coût global est estimé à plus ou moins 70 millions d'euros pour un complexe complet. 70 millions, ça inclut l'achat du foncier et bien sûr la construction. Dès l'ouverture, on a estimé qu'il faudra à peu près 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires suivant les années, avec ou sans Covid, à plus ou moins 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça, malgré tout ce que tu nous as noté, là, le coût, ça comporte toutes les installations qui sont dues justement à l'écologie, qui demandent quand même des surcoûts. Non ? Est-ce que tout ça, tu l'as pu le chiffrer correctement ? Tout ça a été chiffré par mon architecte, qui est un expert dans ce domaine, et qui suit vraiment les coûts mois par mois, année par année. Ça, avec la partie emploi aussi, c'est pris en compte. J'ai compris. Quand je dis plus ou moins 70 millions d'euros, ça comprend tout. Alors le cadre juridique, au jour d'aujourd'hui en France, vous avez plusieurs options. Il y a la première option, c'est l'aspect privé à 100%, c'est ce qui est le cas pour Toulouse. Mais il y a aussi la possibilité de faire un bail, un BEA, un bail emphytéotique administratif, ainsi qu'une concession d'aménagement ou un PUP, un projet urbain partenarial. La condition par contre essentielle, c'est que la commune doit détenir l'intégralité du foncier pour éviter les détails d'expropriation. Les communes seraient partie prenante dans le projet ou c'est uniquement la partie du terrain qui sera en relation ? Tout peut être étudié. Ça peut être, il y a des collectivités par exemple qui me disent on n'a pas les compétences, par contre on a le foncier, à travers un BEA, on signe un contrat sur 30 ans. Et après, bien sûr, ensemble, on travaille pour, comme on l'a dit dans l'explication, on va peaufiner Compact suivant les besoins de cette collectivité ou de ces collectivités, puisque des fois il y a des regroupements où il y a plusieurs collectivités. Le projet, il a l'air d'être bien en place sur le papier. Quelle est la suite ? Où est-ce qu'on en est ? Et quelle est ta vision à moyen ou à long terme de ce projet-là ? Alors, à moyen terme, comme indiqué, aujourd'hui nous sommes en finalisation avec des collectivités. Du foncier a déjà été identifié près de Toulouse, une lettre d'intention
a aussi été envoyé aux propriétaires. L'objectif est tout simple, il est de lancer le premier compact en France et nous sommes en train de lever des fonds. Oui, parce que tu disais très justement, on en parlait en off, c'est un projet mais pas unique, c'est-à-dire que l'idée c'est de développer le concept. Tout à fait, c'est un peu comme si je peux faire un parallèle, c'est un peu comme les zéniths, c'est-à-dire qu'en France vous avez 18 zéniths si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est d'avoir 5, 10, 15, 20 compacts un peu éparpillés partout en France pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. Je vais faire un petit parallèle, mais c'est un peu l'idée, c'est de lancer un Puy du Fou du sport. Exactement. On pourrait imaginer que Compact, le Puy du Fou par exemple... Ça raconte une histoire, c'est ça que je veux dire. À travers cette idée de, entre guillemets, bien sûr, Puy du Fou du sport, raconter le sport aussi. À travers le projet en lui-même, il y a du sport, il y a de l'activité, mais j'ai bien noté qu'il y a de la place pour de l'exposition, pour de la culture, de l'art. Ça veut dire qu'on a, dans un ensemble global, on peut faire énormément de choses. Et essayons d'imaginer un peu tout ce qui peut se faire d'un point de vue réel maintenant. On peut avoir donc des équipes de football, s'il y aura des terrains de football, du rugby. Ovalie oblige, on a du rugby ici. Et puis, faire venir des gens qui vont... Alors moi, j'avais bien noté, on peut venir à la salle, c'est-à-dire on vient à la salle, on a un endroit, alors je vais plus loin, il y a une crèche qui est prévue pour garder les enfants dans ton projet, il y a de quoi aller faire quelques courses, il y a de quoi aller acheter des affaires de sport, enfin, on a tout en un, finalement. Oui, c'est un lieu de vie où l'être humain, entre guillemets, va pouvoir se garer et devant lui, il aura un panel. S'il est sportif, il aura plus ou moins 25 sports devant lui. S'il veut manger, il aura 3 restaurants. Si avec son entreprise, il veut faire la promotion d'un produit, il pourra utiliser les bureaux ainsi que l'esplanade. Si une fédération, s'il est lié à un club, cette fédération, ce club, française ou étrangère, ils pourront louer ou réserver des chambres, avoir encore une fois 25 sports. Il peut y avoir des bureaux, imaginons aussi, pour accueillir des comités ou des ligues. Il y aura une salle des fêtes pour la mairie, pour la collectivité. Il y aura un bureau, une pièce pour faire des interviews. Mais surtout, ce qui est crucial, c'est quand vous montez des complexes avec plus ou moins 25 sports, c'est que tout va être lié, encore une fois, au monde professionnel, à des ambassadeurs qui aujourd'hui vendent leur formation, leurs connaissances. Et donc, il y a beaucoup de sujets au niveau des activités sportives. On peut dire que le projet Compact, c'est quand même une ville sportive, une micro-ville sportive. Tout à fait. C'est l'idée, c'est ça. C'est à travers, on le voit à Toulouse, à travers l'autoroute, à travers le train, à travers les bus, l'être humain pourra venir et vraiment se retrouver dans sa passion ou ses passions, mais aussi écouter quelqu'un parler, quelqu'un qui va former sur un terrain ou à l'escalade, ou au ping-pong, quelqu'un qui va venir discuter de n'importe quel sujet. Effectivement, il faut que Compact soit un lieu de vie, pas un lieu de vie pour une activité ou de l'hôtellerie pour dormir. Il faut vraiment que Compact soit ouvert 7/7 et que tout le monde s'y retrouve, à n'importe quel âge, que vous ayez 5 ans, que vous soyez adolescent, que vous soyez handicapé, que vous ayez une pathologie. Il faut absolument que Compact puisse aider 5 minutes, 1 heure, à travers une formation ou un ambassadeur qui sera là, quelqu'un de connu ou pas, qui viendra pour partager son histoire. Ta vision, c'est un compact pilote, mais ta vision, elle va plus loin, parce que tu souhaiterais, je crois, développer sur le territoire national. Adapter, finalement, c'est une adaptation. Est-ce que tu peux un peu détailler un peu ça ? Je peux prendre 2-3 exemples. Sur Nice, par exemple, l'idée était très simple, c'est-à-dire c'était de faire un compact provençal, avec tout ce qui se passe sur la région PACA. Là, à Toulouse, on le voit aussi, à travers l'escalade. Vous avez les Pyrénées à côté, donc il y a beaucoup d'activités qu'on aurait pu faire entre les Pyrénées et Compact. Sur Paris, c'est exactement la même chose. À Paris, il y a du foncier de disponible, et la collectivité, les propriétaires veulent vraiment faire la promotion de l'Île-de-France, de tous les sports qu'il peut y avoir. Donc Compact, encore une fois, je m'adapte, je peaufine le foncier, les activités, suivant le besoin des collectivités. Ce projet n'est pas le projet de Philippe Bru, encore une fois, c'est le projet d'un territoire, d'une collectivité ou 2 collectivités qui veulent vraiment changer leur activité sportive, leur lieu de vie, et j'espère que Compact pourra en faire partie. On a vu que les Jeux Olympiques sont passés en France avec un certain engouement, et derrière, beaucoup de gens ont dit « mais c'est quoi l'héritage ?» Alors je sais que ton projet est né un petit peu avant, mais finalement ces Jeux Olympiques, avec ce qu'on a vécu, c'est un petit peu un accélérateur naturel, parce que ça peut aussi être considéré comme un bel héritage de cet enthousiasme, de ce qu'on a été capable de faire en France. Pourquoi pas l'adapter à un concept comme le tien ? On parle de l'enthousiasme, bien évidemment, de ce qui s'est passé. Alors je pense que, encore une fois, en lisant tous les rapports, que ce soit de l'État français ou des fédérations ou des associations, effectivement,
on a ressenti qu'il y avait plus de passionnés qui voulaient se mettre dans un club, devenir adhérents, mais il y a certaines situations où la France a vraiment besoin de se structurer, de trouver de nouvelles subventions, de nouvelles infrastructures. Et ça, malheureusement, il n'y a pas... On va très justement, Philippe, on va parler de ça parce que la partie financement est importante. Ouais. Et dans ta démarche, c'était pas d'aller courir après des subventions. Tu peux développer vraiment la recherche telle que tu veux le faire ? Il y a eu deux approches. Si une collectivité, par exemple à Miramas, ou près de Nice, ou à Paris, s'il y a le besoin de la collectivité entre guillemets, de s'associer légalement au projet compact, après eux, de leur côté, ils peuvent aller chercher des subventions à l'Europe, à l'État, à la région, au département. En l'occurrence, à Toulouse, ça ne peut être qu'un projet privé à 100%. Donc là, on fait des levées de fonds à travers des fonds qui soient toulousains ou français ou de l'étranger. Donc, tu en es où dans cette recherche-là ? Ça avance justement ? Comment ça se passe ? Parce qu'en fait, le projet, il est déjà bien avancé. Tu dis sur Toulouse. Après, où est-ce qu'on en est au niveau de cette recherche de financement ? Est-ce que ça avance aussi dans le bon sens ? Tout simplement, il y a des cabinets experts, français et étrangers, qui ont le projet compact sur leur bureau et qui sont en discussion très avancée avec certains fonds, encore une fois, français et étrangers. Après, ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre 10 ans. Tout dépendra de qui veut s'impliquer dans ce projet compact. Un dernier mot, un souhait que tu as spontanément pour conclure cette interview ? Qu'on puisse construire compact près de Toulouse pour que M. Laurent Garnier et si on parlait de sport, si on pouvait en parler tous les jours, ce serait bien. Merci en tout cas Philippe pour cette vision, cette énergie. Bien évidemment, nous on répondra favorablement à un tel projet. Adrien, on ne peut être que content d'entendre ça. On souhaite vraiment que ça puisse marcher parce que sur le papier, c'est vraiment extraordinaire. On a un certain nombre d'images que tu nous as fait passer. Il y a une petite vidéo aussi qui montre qu'il y a quelque chose de bien. Compact, c'est un concept, mais c'est aussi une promesse, celle du lieu où le sport, la solidarité, la santé, l'écologie et la culture se rejoignent pour créer du lien, du sens et du bonheur durable. Nous suivrons de près la suite de l'aventure. Merci d'avoir été avec nous dans Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. À très vite pour une nouvelle rencontre inspirante. Et si vous souhaitez en savoir plus ou suivre l'évolution du projet, restez connectés. Nous vous tiendrons informés et tous ceux qui nous écoutent, restez prêts, restez curieux, restez sportifs. Juste un dernier mot. Vraiment, bravo pour ce projet parce que je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment enthousiaste et à l'idée de voir que l'inclusion va être au centre même de ton projet. Et aujourd'hui, il faut parler de cette inclusion-là, il faut parler des personnes en situation de handicap, de tout le monde. Il n'y a aucune différence, je le répète et je le répéterai toute ma vie. Mais merci beaucoup, ça montre qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui réfléchissent à nous inclure beaucoup plus que d'autres. Merci beaucoup. C'était Si on parlait de sport, la deuxième mi-temps avec Philippe Bru, une émission qui nous rappelle que le sport, c'est avant tout une affaire de volonté, de passion et de dépassement de soi. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est la fin du match et de cette 130e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 130e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Bertie Roy, Franck Cortial, Salim Safati, Philippe Bru. Merci pour vos voix, vos parcours et vos témoignages et vos passions. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous, notre moteur. Merci à nos partenaires LG Consultants, Imperconnect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bel Ombra avec Bruno Hamet. Vous aimez Et si on parlait de sport ? Passez de l'autre côté au micro, devenez aussi membre ou supporter de l'association parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ses plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.